Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus en ce début de soirée à la Cité des Sciences et de l'Industrie, mais aussi au Pavillon des Sciences à Montbéliard, avec lequel nous sommes en duplex, pour assister à cette conférence organisée par Universcience, l'INSERM, la Cité de la Santé, dans le cadre de la conférence citoyenne sur la vaccination. La question que nous allons nous poser ce soir ensemble et sur laquelle nous allons réfléchir, c'est vaccins. Pourquoi font-ils peur? Question qui ne surprendra personne quand on saura que dans la France de 2016, les vaccins suscitent une méfiance grandissante, comme le pointent les rapports des autorités sanitaires. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors qu'en 2005, selon l'INPES, 90% des Français étaient favorables à la vaccination, ils ne sont plus que 61,5%, toujours selon l'INPES, en 2010. En gros, 4 Français sur 10. Sans doute, la vaccination est-elle victime de son efficacité, puisqu'elle a permis, depuis 220 ans, de protéger l'humain de nombreuses épidémies et de nombreuses maladies. Sans doute aussi est-elle victime de l'ignorance et du manque d'information à son endroit. En 2004, selon un sondage toujours de l'INPES, 40% des personnes interrogées avouaient ne pas savoir comment se déroulait la vaccination, ne pas savoir comment fonctionnait un vaccin. Alors, faut-il avoir peur du grand méchant vaccin? Pour en discuter avec nous ce soir, depuis le Pavillon des Sciences à Montbéliard, Mélanie Galland de Wavrin, qui dirige l'association HTAP France, l'association des malades aidants et transplantés souffrant d'hypertension pulmonaire, et le professeur en virologie Philippe Georgel. À Paris, à ma gauche, le professeur Alain Fischer, médecin et chercheur à l'hôpital Necker des enfants malades et à l'Institut Imagine, Institut des maladies génétiques. Sandrine Hurel, députée PS de la 6e circonscription de Seine-Maritime de 2012 à 2015, qui est en charge de la mission sur la politique vaccinale. Également, Annick Gimzan, chercheuse et immunologiste, auteure en collaboration avec Marion Mathieu d'un livre paru aux éditions de la Muscadière, Vaccination, agression ou protection. Avec nous aussi, les tweetos qui peuvent nous suivre en live tweet sur les comptes Twitter @InsermLive et Indesciences et poser leurs questions sur le hashtag #ConfSanté. Avant de donner la parole à nos premiers intervenants, nous allons commencer par un quiz auquel vous pouvez participer. D'accord? Vous avez normalement reçu des plaquettes rouges ou bleues, d'accord? Vous votez selon la réponse qui vous semble la bonne. Première question, êtes-vous prêt et prête à Paris? Êtes-vous prêt et prête à Montbéliard pour jouer un peu? Question 1. En 2016, en France, combien recense-t-on de cas de diphtérie? Réponse rouge, 45 000. Réponse bleue, 0. Le bleu semble majoritaire. Question 2. Les vaccins obligatoires sont ceux, réponse rouge, qui protègent les maladies mortelles ou les plus anciens? En ce soir de primaire, le bleu semble majoritaire. Question 3. Quel est le principal ingrédient du vaccin? Réponse rouge, un fragment de microbe. Réponse bleue, un anticorps. Le rouge. Très bien. Merci. Réponse à ce quiz en fin de conférence, à la fin de cette conférence, même si j'imagine que tout au long de nos conversations, nous aurons l'occasion d'apporter des réponses à ces 3 questions. Alain Fischer et Sandrine Hurel, merci d'être là avec nous pour évoquer cette grande concertation citoyenne sur la vaccination. Alain Fischer, pouvez-vous nous retracer l'historique de cette concertation que vous dirigez, s'il vous plaît? Volontiers. Je ne peux pas ne pas commencer par rappeler que le contexte est celui que, comme vous l'avez dit, que la vaccination est d'une grande avancée de la santé publique depuis 1796, Jenner pour la vaccine contre la variole, donc maladie aujourd'hui éradiquée, le premier et le magnifique succès de la vaccination, et que la vaccination a sauvé au cours de la fin du 19e siècle, et surtout au cours du 20e siècle et au début du 21e siècle, des centaines de millions de vies, peut-être plus. C'est peut-être la plus grande avancée de santé publique avec l'hygiène, faut pas oublier, qui a amélioré nos vies.
Je pense qu'il faut avoir tout ça en tête. Savoir que beaucoup de maladies ont presque disparu en France aujourd'hui, des maladies infantiles qui ne sont pas si bénignes que cela, et que donc la vaccination contribue à notre bien-être. Mais la perception d'une fraction de la population n'est pas celle-là. Une fraction de la population hésite à l'égard de la vaccination, a des craintes, et dans ce contexte, je pense qu'on va être amené à en reparler, dans ce contexte de crainte sur l'inefficacité, sur la toxicité éventuelle de vaccins, la conséquence en est qu'on observe une certaine diminution de la couverture vaccinale pour les vaccins, notamment passé la petite enfance où la couverture vaccinale reste bonne, mais après, avec l'enfant qui grandit et l'adulte surtout, la couverture vaccinale à l'égard de la grippe pour les personnes âgées, la couverture vaccinale pour le vaccin HPV qui protège contre le cancer du col de l'utérus est extrêmement faible. Certains rappels de vaccins, etc., la couverture vaccinale n'est pas ce qu'elle devrait être. Donc il y a une difficulté objective dans cette ligne de santé publique qui est le bien fondé de la vaccination. Donc il faut analyser les causes et la ministre a souhaité s'engager dans une réflexion et une action sur la couverture vaccinale. Elle a demandé d'abord à Madame Murel, elle en parlera dans une seconde, un rapport qui est extrêmement intéressant et qui est plein d'idées et de recommandations, et certaines d'entre elles ont commencé à être mises en œuvre, mais néanmoins la ministre a souhaité qu'on aille plus loin et que, compte tenu du fait qu'il y avait une hésitation de la population, de mettre en place une concertation citoyenne, donc permettre aux citoyens de s'exprimer, même s'il ne s'agit pas d'un vote, ils ne vont pas voter sur la vaccination, c'est absolument sans intérêt, et même ça n'a aucun sens, mais que les citoyens puissent s'exprimer sur leur opinion quant aux causes de cette hésitation vaccinale et participent d'une réflexion sur comment mieux faire, comment augmenter la couverture vaccinale. Donc j'étais chargé d'animer le groupe qui s'appelle le comité d'orientation de cette concertation vaccinale qui, in fine, rédigera un rapport avec des recommandations qui seront transmises à la ministre en fin d'année. Et évidemment, le travail des jurys qui se sont réunis, ils sont en train de finaliser leur travail. Les jurys, d'une part, de jurys de citoyens qui ont été tirés au sort dans la population française et qui la représentent par des méthodes de quotas, mais aussi un jury de professionnels de santé, car évidemment les professionnels de santé et les médecins généralistes en particulier, mais pas exclusivement, jouent un rôle majeur dans la vaccination. Ce sont les premières personnes en première ligne qui sont consultées par la population et qui donnent les informations et qui vaccinent, ou pas. Donc un jury de professionnels de santé avec des généralistes, mais aussi d'autres médecins, des pédiatres, des sages-femmes, des généralistes, des pharmaciens. Ils ont travaillé en parallèle, ils ont été formés, ils ont posé les questions qu'ils voulaient poser aux experts qu'ils souhaitaient entendre, ils ont rédigé, ou ils sont en train de finir de rédiger leurs avis qu'ils vont nous transmettre, et ce sera un outil précieux pour notre propre travail, même si notre propre travail, il repose aussi sur le travail qu'a fait Madame Murel avec toutes les auditions qu'elle a pu faire, nos propres auditions, une enquête d'opinion et, dernier point, un espace participatif sur le net qui est encore ouvert, où chacun peut s'exprimer. Il ferme demain. Donc il est encore possible d'aller sur le site concertation-citoyenne.fr et exprimer une opinion répondre à des questions sur la vaccination. Voilà le contexte. Et je pense que cette idée de faire participer à cette réflexion de la façon la plus ouverte possible, honnête, sans a priori, la population en général concernés par la vaccination par définition, mais aussi les professionnels de santé, parce qu'ils sont les acteurs de la vaccination, est une façon, peut-être, d'essayer de relégitimer la vaccination et de favoriser donc l'amélioration de la couverture vaccinale, qui est quand même l'objectif final. Merci. Sandrine Murel, vous êtes donc en charge, vous avez été chargée par le gouvernement de cette mission parlementaire sur la vaccination pour lutter en fait contre l'hésitation, cette hésitation vaccinale évoquée par Alain Fischer à l'instant. Pourquoi cette méfiance à l'endroit des vaccins, de la vaccination ? Alors, comme l'a dit très justement le professeur Fischer, lorsque cette mission m'a été confiée, c'était après un certain nombre de sondages et le contexte qu'on connaît, où on sentait qu'il y avait une méfiance, une hésitation, une inquiétude de la part de nos concitoyens sur le fait de se vacciner. Et donc, l'essentiel de la mission, le point majeur de cette mission, c'était de renforcer cette confiance dans la vaccination auprès de nos concitoyens. J'ai mené cette mission de mars 2015 à décembre 2015. J'ai auditionné près d'une 130 personnes, ça fait à peu près 130 heures d'audition.
Et le sentiment général qui s'est dégagé de ces auditions pendant ces quelques mois, c'était enfin, nous pouvons parler de la vaccination. Parce qu'il y avait aussi ce sentiment de la part des professionnels de santé, de la part des associations de patients, de la part des différentes agences, de l'ensemble des personnes que j'ai pu auditionner, que c'était un sujet sensible, complexe, avec lequel on n'osait pas, aborder les vraies questions. Donc, moi, j'ai souhaité, à travers cette mission, avoir un rapport objectif et vraiment mettre tout sur la table et tout dans ce rapport, et ne pas parler uniquement de cette méfiance, mais d'évoquer tous les sujets transversaux qui touchent à la vaccination, l'information, la coordination, la gouvernance de la politique vaccinale, la sécurisation des approvisionnements, le rôle des laboratoires dans la politique vaccinale. Et finalement, ce rapport a mis en exergue ces quatre points majeurs, que sont l'information, la gouvernance de la politique vaccinale, la coordination, la sécurisation de l'approvisionnement. Et en fait, ce rapport concluait par la nécessité d'organiser un débat public, ce que fait aujourd'hui le professeur Alain Fischer. Et moi, je me réjouis que la ministre soit saisie de ce rapport et de ces discussions que j'ai pu avoir pendant plusieurs mois pour organiser ce débat public, parce qu'on sait très bien que pour trancher un certain nombre de questions qui sont importantes, et notamment, mais le professeur Fischer y reviendra certainement, la question de l'obligation des vaccins obligatoires et des vaccins recommandés. N'étant pas une scientifique, je ne pouvais pas conclure mon rapport en disant, voilà, il faut lever l'obligation ou il ne faut pas lever les obligations. Donc je considérais à la fin de mon rapport qu'il y avait cette nécessité d'un débat public pour que les citoyens puissent s'exprimer, que les scientifiques, avec leur rigueur, puissent aussi s'exprimer, pour que demain, mais très vite, à la fin de l'année, la ministre puisse prendre des décisions pour faire avancer la politique vaccinale, et tout simplement pour dire à nos concitoyens que se vacciner, c'est un droit individuel, mais c'est aussi un devoir collectif, et que se protéger, c'est bien, mais c'est aussi pour protéger les autres, ceux qu'on aime et les plus fragiles. Donc pour bien dire à nos concitoyens que il y a la balance bénéfice-risque, et que c'est un acte individuel, mais que l'acte individuel entraîne forcément ce devoir collectif qui est essentiel si nous voulons protéger nos concitoyens. Et le professeur Fischer disait que nous avions éradiqué la variole grâce, effectivement, on est dans le pays de Pasteur, donc on a, c'est important en matière de santé publique. Et l'autre jour, je lisais que les États-Unis, grâce à une vaccination intensive sur la rougeole, ont pu éradiquer la rougeole en Scandinavie et aux États-Unis. Et donc, nous devrions, ce serait une belle victoire, le professeur le disait tout à l'heure, de pouvoir dire, nous aussi, en France, nous pouvons, grâce à une vaccination intensive, éradiquer peut-être demain la rougeole, la rubéole, les oreillons et d'autres maladies qui sont extrêmement contagieuses et qui, aujourd'hui, évitent des séquelles à de nombreux concitoyens. Donc, une mission passionnante, exigeante, avec cette envie de tous les acteurs que j'ai pu rencontrer, et j'ai vraiment reçu l'ensemble des acteurs, même celles et ceux qui sont réticents à la vaccination. J'ai voulu aussi recevoir les associations qui sont contre la vaccination, ou telle vaccination, ceux qui sont contre la vaccination pour l'hépatite, ceux qui sont contre la vaccination avec les vaccins avec de l'aluminium. J'ai reçu de façon très large. Mais toutes et tous, j'ai senti cette volonté de débattre et d'avancer pour que on ne soit plus dans ce manque de confiance, dans cette hésitation, mais bien dans cette volonté de redonner, de conforter nos concitoyens dans la nécessité de se vacciner. Je pense que le professeur l'a dit tout à l'heure, ça a évité des millions de morts. Et quand on voit, quand il y a une épidémie comme Zika, ou d'autres épidémies, la première réflexion ou premier réflexe de nos concitoyens, c'est de dire, est-ce qu'il y a un vaccin? Moi, j'ai connu ça dans mon département, en Seine-Maritime. Il y a eu une épidémie de méningite.
qui a été très très importante pendant plusieurs années, et il a fallu réagir parce que on avait 40 à 50 cas de méningite tous les ans, avec 10 à 15 décès de jeunes enfants. Et donc il a fallu interpeller les pouvoirs publics, ça s'est fait, ça s'est mis en œuvre. On a eu une vaccination de masse, il y a eu un vaccin qui est sorti par Pasteur. Et à l'époque de cette épidémie, les gens venaient dans mon bureau pour me demander si j'avais des vaccins, pour que je les vaccine moi. Il y avait une telle psychose que... Alors moi, j'aimerais bien, si je puis dire, c'est que on se vaccine pas quand il y a une crise ou quand il y a une épidémie, mais qu'on se vaccine bien, régulièrement, pour éviter effectivement ce genre de difficultés. Merci Sandrine Hurel. Professeur Fischer, Sandrine Hurel évoquait à l'instant les vaccins obligatoires et les vaccins recommandés. Pensez-vous que l'obligation vaccinale soit l'une des raisons de cette défiance à l'endroit de la vaccination? À mon sens, pas l'obligation en tant que telle, mais le fait qu'il y ait, pour des considérations finalement historiques, pardon, je donne la réponse à une question tout à l'heure. Mais j'en étais sûr que très vite on aurait des réponses à nos questions. Actuellement, pour la population en général, il y a 3 vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos et poliomyélite, et tous les autres vaccins sont recommandés. Mais en termes de rationnel scientifique et médical, ceci ne tient plus la route. Les vaccinations dites recommandées, donc hépatite B, coqueluche, oreillon, rougeole, rubéole, méningocoque, on en parlait il y a un instant, pneumocoque, et d'autres, sont tout aussi importantes que les vaccins obligatoires. Donc, il y a là une faille dans le raisonnement, et il est absolument compréhensible que la population n'y se retrouve pas et s'interroge sur cette dualité obligation-recommandée. Donc il faut en sortir. Le constat, il est évident et partagé. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire ce que notre comité recommandera, parce que le travail n'est pas terminé. Il y a clairement 2 options, avec des nuances dans les options. D'ailleurs, c'est très bien discuté dans le rapport de Madame Hurel. L'option de dire on lève l'obligation, et donc on demande à chaque citoyen d'être responsable face à la vaccination. Le risque, évidemment, c'est que dans une situation de réticence telle qu'elle est observée aujourd'hui, et qui en témoignent des enquêtes d'opinion déjà publiées dans le passé, c'est que si on levait brutalement l'obligation, on pourrait voir une chute de la couverture vaccinale, donc un effet qui n'est évidemment pas celui que l'on recherche. L'avantage, c'est qu'on responsabiliserait les populations, et si on devait faire ça, ça doit s'accompagner au préalable de campagnes d'information très, très précises, de campagnes de communication, c'est pas tout à fait la même chose, de campagnes de formation des soignants pour optimiser l'alternative. C'est l'inverse, c'est de rendre obligatoire, ou en tous les cas proche de l'obligation, un plus grand nombre de vaccins qui sont justifiés pendant l'enfance. Jusqu'où on peut en discuter. Les options sont sur la table, et je vous promets que notre comité apportera une recommandation précise, mais je ne peux pas vous la donner aujourd'hui parce qu'elle n'est pas encore élaborée. Merci à vous deux. Nous reviendrons tout à l'heure avec les questions du public ici à Paris et puis à Montbéliard sur les sujets que vous avez évoqués. On va à Montbéliard tout de suite. Bonsoir. Bonsoir Mélanie Galland de Wavrin. On va commencer par vous. Bonsoir. Vous m'avez, quand nous avons ensemble préparé cette conférence, nous avons évoqué en fait l'histoire qui vous a mené, l'histoire personnelle qui vous a mené à diriger l'HTAP, d'accord, dont vous êtes la présidente. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette histoire très personnelle qui vous a touché, affecté, et qui vous a amené à réviser votre vision sur la vaccination? Oui, alors en effet, j'ai grandi dans les années 70 avec une maladie incurable qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc c'est là qu'on retrouve en fait le nom de l'association HTAP France pour hypertension artérielle pulmonaire. À cette époque, donc il n'y avait aucun traitement, mais tout ce que je savais, tout ce que savaient mes parents, c'était que j'étais extrêmement fragile. En effet, j'avais au moins 3 bronchites par an, j'avais ma dose de piqûre dans les fesses pour me protéger et me permettre d'être mieux immunisée. J'avais la hantise des piqûres, donc quand on me parlait de vaccin, c'était l'horreur. Donc j'évitais autant que possible, et puis jusqu'à ce que finalement, en 92, je sois envoyée dans le service où en France l'hypertension artérielle pulmonaire était réellement connue. Jusque-là, il n'y avait aucun traitement. Et à partir de 92, donc là, les choses ont été vraiment sérieuses parce qu'on a commencé à me parler de greffe cœur-poumon,
On m'a fait comprendre que certains vaccins pour des personnes comme moi étaient absolument obligatoires parce que je pouvais laisser ma vie à la faveur d'une grippe, qu'il était hors de question que je me fasse pas vacciner contre l'hépatite B, et ainsi de suite. Donc, en fait, j'ai pas eu le choix. Et à ce moment-là, je me suis pas posé beaucoup plus d'autres questions que de à quel endroit ça fera le moins mal. Et de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, une association a été créée, et puis un jour, je me suis retrouvée présidente de cette association. Les patients, en fait, sont tous considérés comme fragiles, à risque accru d'infection. Si bien que on a été très sensibilisés par le centre de référence qui s'occupe de cette maladie rare à la vaccination, notamment contre la grippe, contre le pneumocoque, jusqu'à l'épidémie de grippe H1N1. Et là, on a vraiment compris que l'association avait un rôle à jouer. Donc, j'ai estimé qu'il était nécessaire qu'on se forme à minima. Et c'est pourquoi, à titre personnel, d'abord parce que j'étais une patiente, et puis d'un point de vue collectif ensuite, on a essayé de s'éclairer un peu, d'éclairer nos lanternes, et voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai été transplantée, et la transplantation en elle-même, c'est quelque chose qui va forcément qui peut guérir une maladie, mais en même temps, c'est un statut particulier que d'être patient transplanté parce qu'on a moins d'immunité qu'une autre personne. On fait partie des personnes immunodéprimées, au même titre que quelqu'un qui n'aurait pas eu d'immunité depuis la naissance, ou bien qu'une personne qui est infectée par le virus HIV. Et se sont posées pour moi très rapidement des questions, parce que cette fameuse année de l'épidémie de grippe H1N1, j'avais été greffée, donc greffée des poumons. Les poumons, c'est quand même la porte d'entrée pour beaucoup d'infections. Donc c'était particulièrement important que moi-même je sois greffée, mais après tous les autres patients de l'association et hors de l'association évidemment, on soit vaccinés. Et alors c'est là que se sont posées les questions. Oui, mais alors une seule injection, 2 injections avec adjuvant, sans adjuvant? Et autant par les Chinois en fait, parce que pour la population générale, je pense que c'est très très compliqué de se retrouver dans ces termes-là. Et voilà. Et j'ai participé à une formation à l'INSERM d'ailleurs, qui était dispensée par vous, Madame Gimzan, qui êtes à Paris, et par Marion Mathieu, qui est pas là aujourd'hui, mais et je me balade maintenant avec mon petit bouquin qui a été rédigé, je pense, dans le cadre de la formation à l'INSERM. Et c'est vraiment important de savoir faire la part des choses entre les messages qu'on peut entendre dans les médias, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et par ailleurs, je suis aussi maman, parce que j'ai une petite fille qui a 10 ans, et en tant que mère, forcément, on se pose des questions. J'ai dû faire tous les vaccins à ma fille puisque j'étais moi-même fragile. Si c'est aussi dangereux que le disent certains, je suis criminelle peut-être. Donc je trouve que c'est très important que chacun puisse avoir l'information qui lui est due pour se retrouver dans ce qui est dit à droite et à gauche. Et donc moi aujourd'hui, pour mon cas personnel, je sais très bien comment me situer. Après, c'est vrai que en tant que maman, si je me remets dans la population générale, je me pose des questions, et donc je vais chercher les réponses dans mon petit livre et puis ailleurs, et sans forcément croire tout ce qu'on peut lire dans des blogs à droite ou à gauche. Galland de Lavrin, l'autre soir, quand nous avons discuté ensemble, vous m'avez raconté une histoire quand justement les médecins, avant votre greffe, vous recommandent la vaccination en tant qu'immunodéprimé. Ils oublient de vous livrer une information. Laquelle, s'il vous plaît? Oui, alors c'est vrai, quand on a été greffé, en fait, quand on est une personne immunodéprimée, on n'a plus le droit de faire certains vaccins, les vaccins vivants. Or, il se trouve que moi, enfant, j'ai pas eu toutes les maladies infantiles comme la varicelle, la rougeole, la rubéole, les oreillons.
Et tous ces vaccins-là sont des vaccins vivants, donc une fois greffés, je peux plus les faire. Et je me suis retrouvée un peu démunie quand ma fille de 3 ans à la maternelle s'est retrouvée dans un environnement avec plein de varicelle. Pourtant, je l'avais fait vacciner, elle a attrapé la varicelle quand même, atténuée bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que je pouvais faire moi? Donc, il a fallu que je m'en réfère à un spécialiste de la greffe. Et puis, l'un disait qu'il fallait que je prenne tel médicament, tel autre me disait qu'il fallait que j'aille me faire vacciner, mais finalement non. Donc c'était très angoissant finalement. Voilà. Le manque d'information est sûrement pour quelque chose dans cette méfiance vaccinale. Parlez-moi un peu de ce collectif d'associations à venir et parlez-moi aussi des colloques auxquels vous participez, que vous animez, s'il vous plaît. Oui, alors les associations sont amenées à travailler entre elles, à échanger sur des sujets qui leur sont communs, et elles sont amenées à travailler aussi avec des laboratoires, et en fait un groupe de réflexion, un groupe informel de différentes associations de personnes immunodéprimées s'est constitué pour poser les questions, et justement pour savoir comment se situer en tant que personne immunodéprimée, quelle approche on doit avoir vis-à-vis des patients qui sont dans nos associations, mais aussi ce qu'on est légitime, ce qu'on est en droit d'attendre des autorités, parce que comme vous le savez peut-être, les personnes immunodéprimées en théorie devraient recevoir un vaccin, un formulaire pour recevoir le vaccin contre la grippe, par exemple. Mais l'interlocuteur principal, c'est souvent le médecin généraliste qui lui-même ne sait pas comment se positionner. Donc toutes ces questions-là, en fait, ont été compilées. Il a été réalisé 2 enquêtes dans le cadre de ce groupe d'associations, un colloque, une réunion avec les sociétés savantes concernées. Et la semaine prochaine encore, nous aurons un colloque sur ce sujet, mais là, on va plus s'en tenir aux personnes immunodéprimées, mais toutes les personnes à risque accru d'infection, parce que c'est un sujet finalement qui touche beaucoup plus de monde qu'on ne croit. Et étant donné qu'on a constaté ce manque d'informations et puis des informations qui étaient contradictoires, ça nous paraît évident que dans la formation, comme vous le disiez, dans la communication, dans les consultations qu'on a chez son médecin généraliste, il y a beaucoup de choses à faire évoluer. On reviendra tout à l'heure avec les questions du public. Vous voir. Annick Gimzan, bonsoir. La méfiance, en fait, à l'endroit des vaccins n'est pas nouvelle. À la fin du XVIIIe siècle, les vaccins antivarioloïques étaient accusés de transmettre à celui ou celle qui le recevait des maladies qui étaient des maladies de la vache. Oui. Bon, ce qui est un peu inquiétant, c'est que cette méfiance grandit. Est-ce que d'abord, en préambule, on peut revenir sur l'historique rapidement de la vaccination, s'il vous plaît? Bon, Monsieur Fischer a évoqué donc 1796, première vaccination contre la variole, qui est maintenant éradiquée. Et en fait, c'est seulement 100 ans plus tard qu'il y a des vaccinations de l'époque moderne, c'est-à-dire avec Pasteur et bien d'autres Européens qui travaillaient sur la microbiologie et qui découvraient que donc il y avait des microbes et que ces microbes causaient des maladies et que donc on pouvait espérer, en trafiquant le microbe, protéger de ces maladies. Donc ça, c'est un siècle après Jenner, c'est donc 1796, 1880, 1900. Et en fait, le fonctionnement du système immunitaire, c'est encore pratiquement 100 ans après. Non, j'exagère, c'est 50 ans après. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait sur les vaccinations, c'était juste, on essaie d'atténuer un microbe, on l'injecte, et puis on protège les gens. Ça marchait. Et c'est seulement 50 ans après qu'on a compris pourquoi. Ça a été évoqué à la fois par le professeur Fischer, par Sandrine Hurel et aussi à l'instant par Mélanie Galland de Wavrin. La vaccination, ce n'est pas qu'une question individuelle. C'est lié aussi à la collectivité. C'est en ça d'ailleurs que c'est une question politique.
Dites-moi un peu, parlez-moi de ce lien entre l'individuel et le collectif dans le cadre de la vaccination. Bon, quand on se fait vacciner, on est protégé. Mais aussi, on empêche le vaccin de circuler. Plus il y a de gens qui sont vaccinés, plus il y a de gens qui ne transmettront pas la maladie, et donc, moins la contagion sera importante. Par exemple, pour la rougeole qu'on a déjà évoquée, c'est une maladie extrêmement contagieuse. On peut contaminer très vite 15 à 20 personnes dans l'entourage. Donc c'est une épidémie qui se propage très vite. Et si beaucoup de gens sont vaccinés, cela permet d'arrêter la barrière de transmission. Quelqu'un qui n'est pas malade ne peut pas contaminer les gens. C'est en ce sens que c'est un acte politique et un acte citoyen, parce que plus les gens se protègent eux-mêmes, plus ils protègent aussi leur entourage. Et on a évoqué les gens qui sont immunodéprimés, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas réceptifs à la vaccination. Et par exemple, pour la vaccination contre la rougeole, il y a à peu près 5% de la population qui ne répond pas au vaccin. Donc ces gens-là, ils ne peuvent être protégés que par le fait que beaucoup de gens sont vaccinés et empêchent donc la circulation du microbe. Se protéger, c'est donc protéger l'autre. Tout à fait. Vous avez également avec moi l'autre soir évoqué cette inégalité des organismes face à la vaccination. On ne peut pas nier qu'il existe dans certains cas des effets secondaires. Il semblerait donc que tous les organismes ne soient pas égaux face à la vaccination et que chacun agisse en fonction de son histoire génétique. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Bon, donc dans le système immunitaire, une part importante dans le fonctionnement du système immunitaire, c'est la présentation à la surface de cellules, de molécules particulières qu'on appelle HLA, dont on parle quand il s'agit de greffe, parce qu'en fait, on essaie d'avoir des gens qui ont des molécules HLA qui se ressemblent le plus possible entre donneurs et greffés pour avoir une compatibilité tissulaire. Ces molécules HLA, elles servent pas seulement pour les greffes, elles servent pour toute la communication entre les cellules et pour présenter les morceaux de microbes aux cellules qui vont répondre. Ces HLA, il y en a énormément et ils n'ont pas tous les mêmes capacités de présentation. Donc, on est tous différents, on a tous une carte génétique HLA différente et ça nous fait répondre à des microbes différemment. Tous les parents savent que les enfants, ils font plutôt des rhumes ou d'autres, ils font plutôt des otites ou n'importe quoi, simplement qu'ils n'ont pas la même façon de voir les microbes et que donc ils réagissent différemment. Donc forcément, quand on fait un vaccin, la réponse aussi n'est pas universelle. Il y a des gens qui répondent très bien, des gens qui répondent moins bien, des gens qui ont éventuellement des effets secondaires et d'autres pas beaucoup. Ça, c'est vraiment la personne qui reçoit qui est maître de sa réponse, en fait. Son système immunitaire guide la réponse. Dans le cadre de la relation parent-enfant, on a évoqué l'autre soir la coqueluche. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Donc, la coqueluche, elle est très grave pour les nourrissons. Il y a des morts de nourrissons parce qu'en fait, ils sont étouffés par les quintes de toux et donc ils perdent la respiration. Et en fait, la vaccination fonctionne, mais c'est pas une excellente vaccination. La durée de couverture est à peu près de 10 à 15 ans. C'est pareil pour la maladie elle-même, qui ne donne pas une très bonne immunité. Et en fait, la coqueluche étant dangereuse au moment où les bébés ne sont pas encore vaccinés, c'est-à-dire jusqu'à 6 mois, donc on commence à les vacciner à 2 mois. Donc les gynécologues maintenant et les pédiatres conseillent aux parents de se faire vacciner pour protéger l'enfant. Parce qu'en fait, pour la coqueluche, 80% de la contamination des bébés viennent de l'entourage parental, les parents et les frères et sœurs. C'est une contamination familiale en général. Donc le fait de vacciner les parents et l'entourage permet de protéger l'enfant. Vous me corrigerez si je dis une ânerie, mais est-ce que c'est le vaccin contre la coqueluche qui a été à une époque accusé d'être la cause de la mort subite du nourrisson? Jusqu'à ce qu'on découvre en fait que c'était la manière de les coucher en fait qui entraînait. Oui, ça a été. Oui, récemment, on a rencontré un pédiatre qui a montré des courbes, justement. Et en fait, le grand changement entre la mort subite du nourrisson et puis quasiment plus de mort subite du nourrisson, c'est la position. C'est-à-dire que quand on mettait l'enfant à plat ventre, de peur qu'il régurgite,
En fait, il avait des problèmes de respiration et en fait, à partir du moment où on a couché les enfants sur le dos, la mort subite du nourrisson est tombée de 90% en quelques semaines. Et le vaccin a été disculpé Et le de ce vaccin, meurtre, donc, n'était plus responsable de la mort subite du l'infanticide, en nourrisson. fait. Tout à D'accord. fait. Parlez-moi un peu de ces formations que vous dirigez pour l'INSERM. Non, je ne dirige pas, mais j'y participe. Et donc, en fait, l'INSERM organise une réflexion avec les associations de malades dans le cadre du GRAM. Les associations de malades demandent des informations à l'INSERM sur leur maladie éventuellement, mais en fait surtout sur les bases scientifiques qui leur permettent de réfléchir à leur maladie. Et donc, j'ai participé à des formations dans le cadre de l'immunologie, évidemment, donc avec des maladies auto-immunes et des maladies auto-inflammatoires. Et en fait, les membres de cette association, en particulier au moment d'une réunion d'un groupe Avenir de gens immunodéprimés, demandaient une information pour la vaccination, parce que comme l'a dit la dame de Metz, leurs réponses, enfin, ils n'avaient jamais de réponse suivant le médecin auquel ils s'adressaient. On pouvait leur dire aussi bien de se vacciner ou de pas vacciner, ou surtout de rien faire avec le système immunitaire qu'ils avaient. Oh là là, fallait pas toucher, et ainsi de suite. Et donc, on a fait une formation qui est une formation tout public, enfin, que les gens peuvent comprendre facilement et qui donne les bases de fonctionnement du système immunitaire, comment marchent donc les vaccins, pourquoi il faut des adjuvants dans certains cas, pourquoi il n'y en a pas besoin dans l'autre. Et donc, on donne aux gens la formule de ces séminaires, qui sont ces séminaires qui s'appellent Katie Schwartz, et ça s'appelle clé de compréhension. Et on donne aux gens des armes pour pouvoir justement discuter avec le médecin et se faire une idée par eux-mêmes. Vous avez rédigé avec Marion Mathieu un livre au sujet de la vaccination. Pour faire, en résumé, quelle est à votre avis la raison principale de cette défiance envers la vaccination? Qu'est-ce qui est ressorti de votre réflexion et de votre travail? Au niveau de la défiance, il y a la première question que les gens nous posaient, pourquoi il y a des vaccins obligatoires et pourquoi il y a des vaccins recommandés? Et donc les gens étaient sûrs, comme une partie de la salle tout à l'heure, que c'était les maladies les plus graves qui étaient liées à l'obligation. Après, les grandes questions, c'est pourquoi il y a des adjuvants? Et donc, quand on explique, les gens comprennent assez facilement que quelquefois il en faut, quelquefois il n'y en a pas besoin. Donc, quand on vaccine avec des vaccins vivants, atténués, ce que les gens immunodéprimés ne peuvent pas faire, il n'y a pas besoin d'adjuvant, parce que le microbe non pathogène est capable de stimuler longtemps le système immunitaire parce que il vit normalement dans l'organisme. Donc ça, il n'y a pas besoin d'adjuvant dans ces cas-là. Mais quand on arrive à des microbes extrêmement purifiés, comme on fait maintenant sur les vaccins modernes, c'est-à-dire de toutes petites parties d'un pathogène qui sont injectés, ou dans le cas des toxines diphtériques et toxines tétaniques, qui sont les protéines contre lesquelles on s'immunise avec les vaccins antitétaniques et antidiphtériques, l'organisme, le système immunitaire ne sait pas répondre à ces protéines très purifiées. Il faut l'aider, et on l'aide avec des adjuvants. Et l'adjuvant est né en 1920 pour justement l'immunisation contre les toxines diphtériques et tétaniques. Beaucoup d'adjuvants complètement exotiques comme le tapioca ou l'ami de pin, mais les seuls qui sont restés sont les sels de minéraux, dont le calcium et l'aluminium, et ensuite l'aluminium. Depuis 1920, ça fait quasi un siècle, quoi. Merci Annick Gilzane, nous reviendrons tout à l'heure vous voir avec les questions du public. Nous retournons à Montbéliard. Bonsoir Philippe Georgel. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Vous êtes professeur en virologie, spécialisé de l'immunité, chercheur à l'INSERM. Une question que tout le monde se pose, pourquoi en fait cette méfiance à l'endroit des vaccins? Quelles sont vos hypothèses, vos pistes de recherche à ce sujet? À mon sens, cette méfiance, alors déjà je pense, je crois que ça a été souligné un petit peu au début, c'est un débat qui a lieu en France, pas forcément dans d'autres pays dans le monde, où il y a des
grande campagne de vaccination. Vous avez rappelé tout à l'heure, une intervenante a rappelé tout à l'heure aux États-Unis, donc l'éradication complète de la rougeole, ou dans d'autres pays d'Europe du Nord. Voilà, où donc ces larges campagnes de vaccination ne choquent pas les populations. Donc d'abord, il y a une spécificité française, je pense, là-dessus, sur laquelle il faudrait qu'on réfléchisse, qui, à mon avis, tient compte d'une part d'un manque, je pense, d'éducation des personnes, voilà, et puis peut-être d'autres spécificités sociologiques de la population française. Il y a également une raison aussi qu'il ne faut pas éluder, c'est qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, très rares, chez certaines personnes, la vaccination peut conduire à des phénomènes indésirables relativement graves. Et à ce moment-là, effectivement, c'est d'autant plus choquant que cette vaccination, elle est produite théoriquement pour le bénéfice de la personne par un médecin dont la fonction est de protéger les populations. Et malheureusement, dans ce cas, cet acte qui est censé être au bénéfice de la personne, malheureusement, va avoir des conséquences, peut avoir des conséquences dramatiques. Donc évidemment, ça amplifie de manière très très importante le drame qui est causé par ces cas qui, je le répète, sont quand même extrêmement rares. Ensuite, pourquoi cette méfiance? Là aussi, ça a été rappelé par le professeur Alain Fischer tout à l'heure. On vit maintenant, on a la chance de vivre dans une société qui est extrêmement bien protégée, là encore une fois, grâce à la vaccination. Moi, avec mes étudiants, je parle de l'effet post-lune de miel. Ça évoque beaucoup de choses à pas mal de gens, la lune de miel, un moment particulièrement heureux, après quelques mois, semaines de rencontres où tout le monde est très heureux, et puis après la lune de miel, après il y a le mariage, et puis éventuellement une forme de lassitude qui peut, je cherche pas à généraliser, mais qui peut éventuellement qui peut intervenir, et à ce moment-là, voilà, ce bonheur ou cette qualité finalement de vie, elle est considérée comme étant acquise, et puis finalement on se pose plus la question de savoir ce qu'il faut faire éventuellement pour vivre justement avec cette qualité de vie. Et voilà, et quand on rappelle effectivement tout simplement des choses que beaucoup de gens semblent avoir oubliées, le simple fait que la rougeole, les oreillons, dans un certain nombre de cas, rares, mais quand même, peut induire des pathologies neurologiques sévères, voire même la mort des personnes. Quand on dit tout simplement qu'aujourd'hui dans le monde, il y a environ 120 000 enfants qui meurent de la rougeole dans le monde, ça choque effectivement beaucoup de personnes qui se rendent pas compte effectivement que cette maladie, dont on dit souvent que c'est une maladie bénigne de la petite enfance, voilà, ça laisse penser que c'est une maladie finalement. Voilà, le terme bénin signifie ou pourrait faire croire à tort que finalement il n'est pas forcément nécessaire de s'en prémunir. Voilà. Et donc beaucoup de gens ont oublié effectivement qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on vivait en France sous le risque de développer des maladies sévères, par exemple la polio. Là encore, il y a un programme mondial qui vise et qui est pas loin d'y parvenir. Ça pourrait être le deuxième grand succès finalement de la vaccination après la variole. On peut penser que d'ici quelques années, à l'horizon 2020, le monde pourrait être débarrassé de la polio. Et encore une fois, c'est grâce à la vaccination. Et quand on voyage un petit peu et qu'on peut, certaines personnes, par exemple, qui sont allées, je sais pas, dans des pays comme en Inde, au Pakistan, ou dans des pays où il y a encore effectivement de la polio, et quand on voit des enfants qui malheureusement ont été atteints du virus de la poliomyélite, je pense qu'on devrait être particulièrement heureux en France de ne pas connaître ce type de maladie. Voilà. Mais encore une fois, pour beaucoup de personnes, ce confort est un dû, et beaucoup de personnes ont oublié que ce confort, il est le résultat effectivement de ces campagnes de vaccination massives qui ont été faites à partir des années 60-70.
expliquer comment expliquer que certaines épidémies, que certaines maladies ne reçoivent pas encore de vaccin? Je pense par exemple au virus HIV. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Oui, alors oui, c'est vrai, on a rappelé ça tout à l'heure, c'est paradoxal, hein, beaucoup de gens, il y a une méfiance sur les vaccins, mais quand il y a une épidémie, on se dit mais pourquoi il n'y a pas de vaccin? Oui, alors le cas du HIV, il est emblématique, hein, et ça fait 30 ans qu'il y a des centaines de groupes de recherche, et beaucoup plus même, qui travaillent sur ce virus. Moi, je suis pas un spécialiste du HIV, mais de ce que je lis dans la littérature scientifique, indique que petit à petit, les connaissances progressent. Alors pourquoi il n'y a pas des vaccins pour toutes les maladies qui peuvent affecter l'homme? D'abord parce que ça nécessite développer un vaccin, ça nécessite la connaissance de deux disciplines. D'abord connaître le pathogène en question, et c'est pas toujours simple de connaître de manière très fine un pathogène, un virus, une bactérie, connaître son cycle. Ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Et puis l'autre discipline qui nécessite également d'être bien décrite, c'est la réponse de l'hôte à ce pathogène, c'est donc la réponse immunitaire. Et là aussi, on l'a rappelé, on sait maintenant un peu mieux comment ça marche, mais il y a des tas de pathogènes qui sont capables d'infecter l'être humain par des portes d'entrée très différentes. Vous avez des pathogènes qui rentrent par la voie orale, d'autres par les voies respiratoires, d'autres par contact sexuel, des pathogènes qui profitent d'un vecteur comme un moustique ou une tique pour être injectés directement au niveau du sang des personnes. Et donc, cette multiplicité des portes d'entrée des pathogènes fait qu'il n'y a pas un vaccin ou une méthode pour faire de la vaccination qui permette de protéger contre l'ensemble des pathogènes. Je dirais que chaque agent infectieux, finalement, est unique en son genre et donc nécessite des années et des années de travail pour pouvoir effectivement comprendre cette interaction fine entre le pathogène et l'hôte. Et c'est quand on a suffisamment d'informations, de connaissances sur cette interaction, qu'on peut espérer éventuellement développer un vaccin. Il faut bien avoir à l'esprit que la plupart des vaccins dont on a parlé, hein, la rougeole ou la polio, ou même, on parle beaucoup de Pasteur, mais avec tout le respect qu'on doit à Pasteur, le vaccin qu'a développé Pasteur, ou même la polio de Jonas Salk, ont été développés de manière complètement avec beaucoup de chance, en fait, il faut bien le dire. Les Pasteur ou Jonas Salk qui ont développé leur vaccin ne savaient pas précisément comment agissait ce vaccin. Voilà, donc ces pathogènes atténués ont effectivement permis de protéger les personnes, mais il n'y avait aucun dessein préalable à la conception de ces vaccins. Le futur, maintenant, c'est des stratégies vaccinales qui sont totalement orientées et qui permettront effectivement, grâce à l'accumulation de ces connaissances des interactions hôtes pathogènes, d'aller effectivement vers des vaccins mieux orientés et mieux ciblés, je pense. Sérendipité et vaccination, ça pourrait être le thème d'une prochaine conférence. Merci Philippe Georgel. Nous allons à présent passer aux questions du public. Et nous allons à Montbéliard. Y a-t-il des questions dans la salle à Montbéliard? Oui, donc une question sur le suivi des vaccins. On a tous, quand on était enfant, eu un carnet de santé. Le problème, c'est de la continuité de ce carnet de santé dans la vie. Ensuite, quand on a la chance de faire le service militaire, on était vacciné pour le tétanos. Bien souvent, on n'avait pas le rappel parce que le service militaire durait moins d'1 an. Maintenant, il n'y a plus de service pour les enfants, pour les jeunes. Et ensuite, quand on était dans certaines entreprises, on avait la chance d'avoir un service de médecine du travail qui fait ce suivi. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et est-ce qu'on pourrait pas, parce que la sécurité sociale essaie de nous encadrer, faire beaucoup de statistiques, maintenant il y a du numérique, est-ce qu'on pourrait pas avoir un carnet de santé qui, à minima, suivrait l'ensemble des vaccins d'un individu de sa naissance jusqu'à son décès? Qui pour répondre à cette question? Professeur Fischer? C'est une très bonne question et c'est l'objet de travaux
menée par un certain nombre de médecins notamment, et pas exclusivement, qui est l'idée de mettre en place un carnet de santé électronique pour la vaccination qu'on pourrait relier à la carte vitale, si la CNAM le veut bien. C'est un point absolument essentiel qui permet effectivement d'avoir la mémoire. Ça tombe bien pour la vaccination, puisque la vaccination, par principe, c'est la mémoire du système immunitaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais la mémoire des vaccins et savoir où les gens en sont, c'est particulièrement important pour les personnes vulnérables. On a eu tout à l'heure le magnifique témoignage de la présidente de l'association HTAP. Donc pour eux, c'est encore plus important pour nous tous que chaque personne, et donc chaque médecin amené à voir chaque personne, ait la connaissance exacte des vaccins qui ont été donnés, ceux qui manquent, ceux qu'il faut faire. Et on peut même d'ailleurs imaginer que dans ce carnet de santé électronique, il y a aussi les informations sur les vaccins à faire et le faire de façon individualisée pour les personnes qui ont des vaccins particuliers en plus à faire ou en moins en fonction des contre-indications. Donc ceci est très important et on pourrait même espérer aller une étape plus loin. C'est à partir de ces données de constituer un registre de la vaccination, comme ça existe dans certains pays, qui permettrait d'avoir une information très précise, donc avec l'aide de la CNAM, d'une part sur la couverture vaccinale, ça on l'a à peu près, mais aussi sur d'éventuels événements indésirables. Et donc ça peut être un outil très précieux d'épidémiologie pour avoir une vision plus fine et de l'efficacité et des éventuels quelques effets indésirables de la vaccination. Donc c'est certainement une recommandation qui a déjà été faite dans le cadre du rapport Manamurel, qu'on reprendra certainement, et j'espère beaucoup qu'elle sera mise en œuvre très vite. Merci. Une question à Paris ? Monsieur ? Alors, la question... Je vous en prie. La question que je voudrais poser, c'est donc faire quelques remarques en ce qui concerne les raisons pour lesquelles les gens... la reluctance à se faire vacciner. En particulier, il y a des campagnes, enfin, on entend parfois dire que, par exemple, en ce qui concerne l'adjuvant des vaccins, si c'est l'aluminium, il y a un risque d'attraper la maladie d'Alzheimer. Première idée. L'hépatite B, il y a eu à un moment beaucoup de campagnes de presse qui disaient qu'en fait, quand on se faisait vacciner contre l'hépatite B, ça pouvait donner de liaisons, enfin, on pouvait, du point de vue neuronal, on pouvait plus remuer, j'allais dire, on était obligé de rester en fauteuil parce que j'avais une paralysie en quelque sorte qui se développait. D'autre part, il y a eu le grand bid j'allais dire, de ce qui s'est passé en 2010 avec Madame Roselyne Bachelot, qui, suite aux recommandations de l'OMS, a fait vacciner une grande partie de la population. Je ne sais pas si on se souvient, c'était immense, comment dirais-je, ces endroits particuliers où les gens venaient en masse pour se faire vacciner. Et en fait, il s'est révélé que ce n'était pas vraiment ce qu'il fallait faire, puisque le risque n'était pas avéré, bien que l'OMS dise le contraire. Voilà. D'autre part, par rapport au thème d'aujourd'hui, on disait que bon, pourquoi les vaccins peuvent-ils faire peur? Mais on pourra retourner la question en disant pourquoi la peur peut faire que les gens se vaccinent, puisque dans certaines catégories de la population, je pense aux personnes âgées, le bilan, avantage-risque fait qu'en fait, bien qu'elles soient peut-être reluctantes à le faire, ne veulent pas le faire, elles le font quand même parce qu'elles ne veulent pas voir abréger leur vie de façon prématurée. Voilà. Et puis enfin, je pense que en gros, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Si vous pouviez répondre à ces différentes questions. Alors, Sandrine Hurel, que vous inspirent les remarques de monsieur? Monsieur fait des remarques très justes qui font partie un peu, ce que j'ai pu, je sais pas si je l'ai dit dans le rapport comme ça, de croyance un peu. Hein. Vous dites se faire vacciner avec des adjuvants aluminiques, ça donne la maladie d'Alzheimer. Il y a eu à un moment donné, en Grande-Bretagne, il y a eu une contre-campagne contre le vaccin de la rougeole où on disait que de se faire vacciner contre la rougeole, ça donnait l'autisme. Et donc, il y a eu une chute très forte de la vaccination de la rougeole à un moment donné en Angleterre. Et l'épidémie, il y a eu une recrudescence de rougeole, ce qui fait que tout d'un coup, les autorités et même les médias qui, à l'époque, relayaient cette croyance ou cette peur de l'autisme, ils ont tous changé de fusil d'épaule. Ils ont fait une campagne massive de vaccination contre la rougeole, ce qui bien sûr a fait chuter l'épidémie. Et le lien avec l'autisme n'a jamais été
mis en avant. Le professeur Fischer est beaucoup plus compétent que moi pour parler du lien des adjuvants luminiques avec la maladie d'Alzheimer, mais je pense que ça fait partie aussi de la désinformation ou des croyances ou de ceux qui alimentent nos peurs ou les peurs de nos concitoyens sur la vaccination. Et dans les recommandations que j'ai faites à la ministre dans mon rapport, j'ai fait 20 recommandations. Je ne vais pas tous vous les lire parce que ce serait beaucoup trop fastidieux et le rapport est en ligne sur le site du ministère. Mais j'ai fait les recommandations d'une meilleure information en direction du public, des professionnels de santé, ça me semble indispensable, mais aussi du public, parce que j'ai eu le sentiment, et quand j'ai regardé sur les sites, c'est que s'expriment souvent ceux qui sont contre, avec des arguments parfois, voilà, il y a de tout, quoi. Hein, ça peut être farfelu, ça va de tout. Et je pense, et ça a été mis en place avec l'Agence nationale de santé publique, avec l'INVS et l'INPES, qu'il est important qu'il y ait un site dédié à la vaccination. Ça a été mis en place suite à mes recommandations, où l'on puisse avoir des informations scientifiques rigoureuses, que la NSM, l'Agence de sécurité du médicament, puisse aussi apporter ces éléments, et sous l'autorité du directeur général de la santé, puisse apporter des réponses précises, et qu'il puisse y avoir aussi un jeu de questions-réponses, c'est-à-dire qu'on puisse avoir en temps réel des réponses de nos scientifiques, des agences de l'État, sous le contrôle du DGS, pour ne pas laisser finalement infuser cette peur, ces croyances, parce que si vous ne répondez pas, et c'est un peu le risque, et tout ça, toutes les gens m'ont dit quand je les ai reçus, c'est que à un moment donné, la peur s'installe, la psychose s'installe, et plus personne n'ose vraiment répondre. Et je pense que nos scientifiques, qui sont des gens qui sont rigoureux, et le professeur Fischer peut en parler mieux que moi, doivent pouvoir s'exprimer en temps réel et rétablir la vérité scientifique. Parce que quand on parle de vaccination, on parle de santé publique, et donc ce sont quand même les scientifiques qui sont à même de nous apporter des réponses. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et je voulais juste ajouter quelque chose sur le carnet de vaccination électronique, qui est une excellente chose. Il y a des expérimentations qui sont en cours aujourd'hui dans 2 ou 3 régions, en Rhône-Alpes, en Aquitaine et en Bourgogne, pour voir si la ministre a accepté ces expérimentations, pour voir si effectivement demain on pourrait mettre ces recommandations en œuvre, parce que ça me semble important qu'on ait ce suivi pour nos concitoyens, parce que ça fait partie aussi des réponses qu'on peut apporter à leur méfiance. Merci Sandrine Hurel. Une question à Montbéliard? Oui, je vous remercie d'organiser ce débat qui est fort intéressant. Je me présente Yves Ketterer, vice-président de l'association E3M. Je me permettrai de vous poser 1 ou 2 questions. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire qu'il y a des vaccins qu'on peut faire avec, qu'on ne peut pas faire sans adjuvants, et d'autres qu'on peut faire sans adjuvants. J'ai bien compris le système, on le connaît, mais il a été dit que l'antidiphtérique et antitétanique ne pouvaient pas être faits sans adjuvant. Or, c'est faire mentir l'Institut Pasteur qui, pendant 40 ans, a proposé un DT polio sans aucun adjuvant, et d'autres vaccins adjuvantés au phosphate de calcium qui étaient vendus à 1 million de doses par an pendant des décennies, et qui donnaient satisfaction aux médecins et à la population. Donc une petite précision là-dessus. Mais je poserai aussi une deuxième question qui va en direction des personnes qui travaillent sur vaccins et personnes immunodéprimées. On sait que certains vaccins sont compliqués pour ces gens-là, ça a été dit tout à l'heure. Mais qu'en est-il des gens qui sont en immunoprolifération, même si ces gens-là sont beaucoup moins nombreux? Que provoque l'adjuvant, quel qu'il soit, et en particulier aluminique, sur un système qui est déjà en immunoprolifération? Là, je n'ai pas de réponse. Et enfin, je voudrais, concernant ce débat, dire quelque chose qui me paraît important. Je l'écoute avec attention, je le suis dans les médias, et j'entends, et c'est bien, beaucoup d'explications sur les vaccins. J'entends, et c'est bien, beaucoup de réassurance et de pédagogie, mais jamais on ne parle réellement de la prise en compte des gens, même s'ils sont peu nombreux, qui sont victimes d'effets indésirables.
ces gens qui ont joué le jeu en voulant se protéger et en voulant protéger les autres, qui sont diagnostiqués avec un effet indésirable et qui sont maltraités, j'ose ce mot, maltraités par l'administration, par les administrations de santé, par l'environnement médical, parce qu'on nie, on est trop souvent dans la négation. Alors je remercie Monsieur Georgel d'avoir reconnu qu'effectivement ça posait problème et qu'il y avait un certain nombre de cas, même s'ils étaient peu nombreux. Et je peux vous dire que, et j'en parle en porte-parole d'un certain nombre de malades qui m'interpellent, les déclarations de négation des effets indésirables sont très mal vécues par les patients et sont vécues comme une maltraitance réelle de la vie et de leur réalité à eux. Merci. Merci monsieur. Alors, 3 points que vous avez évoqués. Je vais faire réagir plusieurs intervenants à ce sujet. Professeur Fischer, je vous vois lever le doigt. Et puis après, j'irai voir Annick Guimzan au sujet des adjuvants. Je vous en prie. Le témoignage de monsieur est très important parce que la souffrance des patients, par définition, c'est la base de la médecine et nous, soignants, devons la prendre en compte. Et il faut la prendre en compte avec la plus grande rigueur possible. Et le premier point concerne les vaccins diphtérie, tétanos, polio sans adjuvant. C'est vrai qu'il a existé à un moment un vaccin diphtérie, tétanos, polio sans adjuvant, mais il a été démontré que l'efficacité est largement moindre que les vaccins avec adjuvant, d'où le fait qu'ils ont été abandonnés. Bon, voilà, c'est une information l'efficacité et le rapport bénéfice-risque, à nouveau, personne ne nie l'existence d'événements indésirables. Ils sont, autant qu'on puisse le juger, peu nombreux. Une autre difficulté, et c'est le grand débat autour des vaccins à base d'alumine, qui, je le rappelle, Annick Guimzan, je crois, l'a rappelé tout à l'heure, sont utilisés depuis 1920, donc bon, plusieurs milliards de personnes ont reçu ce type de vaccin dans le monde. Donc la discussion actuelle sur la dangerosité éventuelle des vaccins comprenant des adjuvants à base d'aluminium repose sur l'observation qui a été faite par un médecin scientifique en France, M. Gherardi, qu'un certain nombre de personnes ont développé en gros une maladie qui est un syndrome de fatigue chronique et pour certains avec des anomalies neurologiques. C'est sûr et certain que ces malades sont malades. Il serait indécent de nier la maladie et la souffrance physique et psychique de ces personnes et il faut la prendre en compte. Et il faut faire tout ce qu'on peut pour les aider. Le grand point d'interrogation, et là il y a quand même beaucoup de doutes, je dois dire, c'est la relation de cause à effet entre l'administration du vaccin contenant cet adjuvant et la survenue de la maladie. Compte tenu de la fréquence des vaccinations, le phénomène de coïncidence, c'est-à-dire qu'il y a 2 événements successifs, donne envie de penser que le second événement est la conséquence, du premier. Évidemment, les choses dans la vie sont beaucoup plus complexes que cela. Et à ce jour, la plupart des autorités scientifiques, l'Organisation mondiale de la santé, qui réunit beaucoup d'experts du monde entier, les autorités scientifiques françaises, n'ont pas entendu des arguments permettant d'établir ce lien de cause à effet. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais on n'en a pas établi le lien. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Ça ne retire rien à la souffrance des personnes. Leur souffrance est réelle, leurs maladies sont là, il est parfois difficile de les traiter. Ils peuvent néanmoins être indemnisés dans le doute. Il existe des systèmes d'indemnisation de 2 types. Je ne vais pas entrer dans les détails en France, mais on peut sans doute un tout petit peu simplifier. Mais néanmoins, l'interrogation sur la relation de cause à effet, elle existe très largement parce que il y a une équipe dans le monde qui pense établir ce lien, et ce lien, il est, on va dire, pour être très prudent, fragile. Je vais m'arrêter là et laisser Annick, si elle veut continuer sur d'autres, parce qu'il y avait un 3e point de monsieur que j'ai un peu oublié, ça serait peut-être bien que quelqu'un d'autre réponde. Je vais revenir auprès d'Annick Guimzan. Je voudrais interpeller Mélanie Galland de Wavrin, et j'aimerais qu'elle, pour rebondir sur le témoignage de monsieur, si j'ai bien compris, il est vice-président de l'association E3M, j'aimerais que vous me relatiez en fait cette anecdote dont vous me parliez l'autre soir. Vous avez dans vos proches quelqu'une, je crois, qui a mal réagi au vaccin. Et pour autant, vous êtes absolument partisane de la vaccination. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Et comme ça, nous rebondirons sur cette idée de maltraitance en fait, et peut-être de gens qui réagissent mal au vaccin, qui ne sont pas considérés.
Oui, en effet, c'est vrai, j'ai un exemple dans ma famille qui est assez proche. Une petite fille, une cousine en fait, qui est née en 92. Elle allait très bien, c'était un beau bébé. Puis elle a fait un vaccin, je pense le vaccin contre tétanos, diphtérie, polio, voilà. Et le lendemain, forte fièvre, et le surlendemain, elle était dans le coma, et maintenant, elle est infirme moteur cérébrale, elle ne marche pas seule, elle ne parle pas, et voilà. Et donc, forcément, dans la famille, on a fait le lien. Enfin, c'est ce que décrivait le professeur Fischer. Hein. Peut-être que le lien scientifiquement n'est pas établi, mais le fait est que pour nous, ça semble évident. Et quand on voit cette petite fille, enfin, maintenant cette jeune femme, c'est vrai que il y a de quoi se poser des questions, mais néanmoins, tous les autres enfants de la famille ont quand même été vaccinés. Ses petites sœurs ont été vaccinées, même si à l'époque on a eu un sentiment de révolte et puis d'injustice en voyant la situation de Noémie. Et je disais tout à l'heure qu'en tant que maman, je m'étais forcément posé des questions au moment de vacciner ma fille, mais finalement pas très longtemps, parce que le cas de Noémie, c'est un cas, on en parlait tout à l'heure avec Monsieur Georgel, qui est à ma droite, c'est de l'ordre de 0,4 par million. Donc c'est minime. Alors c'est un gros coup de malchance pour elle, pour sa famille et pour nous tous, mais toutes les autres personnes qui ont pu éviter les maladies sont là quand même pour témoigner de la valeur de ces vaccinations. Voilà. Merci. Annick Gibson, monsieur évoquait à l'instant la vaccination dans le cadre des personnes immunodéprimées, mais il voulait savoir ce qu'il en était pour l'immunoprolifération, comme il a dit. Est-ce que vous voulez répondre ou non, je suis pas médecin et je vais passer la parole à Monsieur Fischer. D'accord, très bien. Non, oui, je suis pas l'autorité scientifique. Je suis un scientifique et il y a d'autres scientifiques. Oui. Il n'y a pas d'autorité scientifique par personne. Ça marche pas comme ça. C'est la convergence de réflexion, d'analyse, d'expérience, d'observation d'un grand nombre de mondes. C'est de cette façon qu'on arrive petit à petit à progresser dans les connaissances. Je pense que par immunoprolifération, vous entendez maladie auto-immune, j'imagine. Parce que sinon, ou alors cancer, c'est immunoprolifération, mais j'imagine que c'est plutôt maladie auto-immune. Et autrement dit, est-ce qu'il y a un lien entre maladie auto-immune et vaccination? Est-ce que quelqu'un qui a une maladie auto-immune est à un risque d'avoir une poussée de sa maladie si on le vaccine? Ce sont des questions importantes à laquelle il n'est pas tout à fait facile de trancher. Il y a un exemple assez bien connu qui est la situation de la rougeole, on en a déjà parlé tout à l'heure. On sait que la vaccination par la rougeole provoque, une fois sur 30 000, une maladie auto-immune qui est une thrombopénie auto-immune, c'est-à-dire une baisse des plaquettes, vous savez, les petits éléments dans le sang qui permettent la coagulation du sang. Donc quelqu'un qui reçoit la vaccination par la vaccination contre la rougeole, excusez-moi, a un risque de 1 sur 30 000 d'avoir une thrombopénie auto-immune. Une personne qui développe la maladie rougeole a le même risque une fois sur 5 000. Donc, autrement dit, il y a par la stimulation antigénique, et surtout avec un vaccin vivant, et la rougeole particulièrement, qui est très immunogène, donc qui déclenche une forte réponse inflammatoire, il y a un petit risque de maladie auto-immune. Mais il faut bien avoir en perspective que la maladie naturelle, et l'exemple de la rougeole le démontre de façon absolument rigoureuse et épidémiologique, que la maladie naturelle comporte le même risque, probablement plus important. Donc il faut mettre en balance, c'est toujours la même histoire de l'analyse bénéfice-risque. Personne de sérieux ne peut prétendre que les vaccins sont sans risque. Il y a quelques risques associés aux vaccins. Il faut les mettre évidemment en perspective avec les bénéfices de la protection et avec ce qui se passe avec une infection naturelle, que ce soit en termes de l'infection proprement dite, que des risques immunopathologiques, ceux qu'on reproche parfois aux vaccins, ils existent aussi, et probablement de façon plus importante avec les maladies infectieuses naturelles. Philippe Georgel, à Montbéliard, au sujet de cette notion d'immunoprolifération, avez-vous quelque chose à rajouter, à préciser? Je me trompe peut-être, mais je pense que monsieur dans la salle, à mon avis, évoquait plutôt les questions de l'infoprolifération, les interactions, les liens possibles ou le danger possible de la vaccination
en situation donc plutôt de cancer de lymphoprolifération. Et ce serait plutôt sur ce thème-là que l'avis d'Alain Fischer serait demandé. Moi, personnellement, je ne peux pas répondre à ce type de questions précisément. Provoque l'accentuation d'un phénomène de cancer, puisque là on parle de cancer des cellules du système immunitaire, si je comprends bien, lymphome et leucémie. Est-ce que les vaccins peuvent déclencher une poussée de la maladie? Autant qu'on puisse dire des études épidémiologiques connues, il n'y a pas de lien établi. Ce qui, encore une fois, il faut toujours garder cette notion de prudence, ne pas mettre en évidence de lien ne définit pas une fois pour toutes qu'il n'y a rien, parce que c'est très difficile de prouver que quelque chose n'existe pas. Sur le plan méthodologique et statistique, c'est assez évident. Mais il n'y a pas de lien connu entre vaccination et lymphome et leucémie. Au contraire, ça rejoint les préoccupations évoquées par Madame tout à l'heure. Les personnes immunodéprimées, et les personnes qui ont des cancers sont immunodéprimées, ont besoin ne doivent pas recevoir certains vaccins vivants atténués, mais par contre ont besoin d'autres vaccins pour les protéger contre des complications infectieuses. Et aussi, il est absolument essentiel que leur entourage, les personnes auprès desquelles elles vivent, soient correctement vaccinées pour diminuer au maximum les risques de transmettre à cette personne cancéreuse et fragile une maladie grippale, une infection bactérienne pneumococcique ou autre. Merci. Une question à Paris. Le problème, il est général, le problème des essais de médicaments. On donne très souvent des nouveaux médicaments à des populations pauvres. On leur donne une grosse somme d'argent, on dit tu vas servir de cobaye. Alors ça montre déjà les limites de la statistique classique, statistique de Bayes. Il faut arriver pour aller plus loin sans faire à l'intelligence artificielle. Mais là, ça veut dire qu'il faut savoir comment ça fonctionne, tout ça, mais de façon beaucoup plus exacte. On a fait des progrès là-dedans. Alors, ce que je trouve aussi un peu dommage, moi, c'est de donner des placebos à des malades. Alors, j'ai posé la question à un cancérologue. Je dis, alors, vous donnez des placebos à des malades. C'est quand même cruel. Oui, mais si on s'aperçoit que l'essai va réussir, eh bien, on lui donne aussi de médicaments. Voilà où on en est, hein, l'état des lieux. Merci, monsieur. Qu'est-ce que ça vous évoque? Je veux bien répondre puisque ce sont deux questions médicales. La seconde, c'est le placebo, mais pardon, la première, c'était... Les tests. Ah oui, le fait que les personnes pauvres soient utilisées, entre guillemets, comme cobayes dans les essais cliniques. En France, je ne dis pas que ça n'existe pas dans le monde, en France, la loi est extrêmement stricte et pour être inclus dans un essai thérapeutique, qui peut être un essai de vaccination, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, il faut un consentement éclairé, écrit de la personne, et sinon il n'y a pas d'essai thérapeutique. Et par ailleurs, il y a guère de dédommagement financier en dehors de contraintes éventuelles qu'une personne, parce qu'il faut se déplacer pour avoir une prise de sang, ce genre de choses, on ne va pas faire payer les gens pour cela, mais les gens ne sont pas rémunérés parce qu'ils participent à un essai thérapeutique. Donc en France, la législation qui est devenue extrêmement stricte au fil des années, en particulier avec la fameuse loi Hurier-Seruscla des années 1980, fait en sorte que, écarter l'hypothèse de ci, de là, qu'elle soit détournée. Mais la loi définit un système qui évite ce risque. Je n'écarte pas, par contre, malheureusement, dans certains pays, que ce que vous dites soit exact. Je crains que ce le soit, mais ce n'est pas le cas en France. En ce qui concerne votre seconde question, le placebo, c'est un problème psychologique délicat, mais il faut bien voir que si on ne peut pas faire de recherche médicale sans placebo, c'est-à-dire comparer un nouveau traitement à un traitement non existant, on ne peut pas progresser en médecine. Et donc, il faut pouvoir progresser en médecine. Et ce que vous a dit le cancérologue que vous avez consulté est, dans l'immense majorité des cas exacts, dès qu'il apparaît entre le groupe placebo et le groupe traité par le nouveau médicament une différence significative, parfois ça peut aller assez vite, le nombre de patients traités, en faveur du groupe thérapeutique, donc il semble que le médicament ait un intérêt, immédiatement l'essai est arrêté et tous les malades peuvent en disposer, et bien sûr ceux qui avaient été traités par placebo, c'est la moindre des choses. Mais c'est un problème incontournable. Il faut bien réfléchir, je pense que tout le monde peut l'apprécier, et c'est vrai pour les vaccins, et c'est vrai pour toute la médecine, tous les médicaments. Si on ne se met pas dans des conditions rigoureuses
d'analyse de l'efficacité et également de la tolérance, hein, ça joue sur les deux aspects, on ne peut pas établir de façon certaine que tel médicament, tel vaccin, telle façon de pratiquer la médecine est meilleure qu'une autre. Et donc, on ne progresse pas, et donc c'est au désavantage global de toute notre population du progrès de la santé. Mais le point essentiel, vous l'avez évoqué par vous-même, par le témoignage que vous avez reçu, c'est qu'in fine, on peut faire en sorte que les malades qui étaient dans un essai clinique et qui n'aient pas bénéficié d'un médicament dont il s'avère qu'il est en fait efficace, puissent en bénéficier. Évidemment, avec retard, ça peut être dans quelques cas délétère, c'est vrai, c'est difficile, mais on n'a pas de solution alternative. Annie Guzan, oui. J'aimerais pouvoir me donner ma position sur les essais thérapeutiques et sur l'effet placebo et sur le fait de recevoir un placebo à la place d'un médicament actif. Si vous interrogez une personne qui a une maladie rare, je vous assure qu'elle n'aura pas les mêmes états d'âme que vous, parce que en fait, en effet, comme le disait Monsieur Alain Fischer, si cette recherche n'a pas lieu, ces personnes n'auront jamais de médicaments. Et donc tous les médicaments qui existent aujourd'hui et qui guérissent un tas de maladies, c'est bien parce qu'il y a eu ce processus de recherche qu'on peut les avoir. Et dans les maladies rares, nous sommes nombreux sans doute pas assez nombreux d'ailleurs, mais en tout cas dans le cadre de mon association, un certain nombre de patients ont participé à des essais thérapeutiques, et je vous assure que le fait de recevoir un placebo pendant un certain temps, ça leur posait pas plus de problèmes que ça, puisqu'ils savaient qu'au bout du compte, ils auraient la molécule active. Philippe Georgel, vous avez quelque chose à rajouter à ce sujet? Non, pas à ce sujet précisément, mais est-ce que vous m'autorisez à poser une question, moi, par contre, hein? Est-ce qu'il n'y a que le public qui a le droit de poser des questions, ou est-ce que... On va vous autoriser à poser des questions. Et vous Pardon ? Oui, on va vous autoriser, oui, bien sûr. À qui la posez-vous ? En fait, c'était par rapport à ce que disait Madame Lurel au tout début de son intervention, sur la question débattue des vaccins obligatoires ou pas obligatoires, et comment... voilà. Et comprendre que dans la population, effectivement, la population puisse s'interroger sur pourquoi certains sont obligatoires, pourquoi d'autres ne le sont pas. Moi, je voudrais lui poser la question. Donc, elle a à un moment donné mentionné le fait qu'il serait bien de responsabiliser finalement la population, population dans laquelle on va dire finalement, enfin, je ne sais pas si ça va être le choix qui va être fait, si on dit à la population finalement, vous êtes responsable, et donc plus rien n'est obligatoire, et vous choisissez par votre éducation et votre responsabilité. C'est sans doute une très très bonne chose, effectivement, dans l'idéal, dans l'absolu. Ceci dit, les choses sont loin d'être idéales. Et moi, je pose la question plutôt que de celle de la responsabilité finalement des personnes, c'est la responsabilité des hommes et des femmes politiques. Je pense que vous m'entendez là ? Oui. Je pense que dans un pays comme la France, effectivement, comme ça a été fait aux États-Unis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a une volonté politique quand il s'agit de vouloir éradiquer une maladie. Quand on veut éradiquer la polio dans le monde, c'est pas les gens qui décident, c'est des hommes politiques, c'est l'OMS, c'est voilà. Et donc, si en France, effectivement, à un moment donné, il y a dans le programme des hommes et des femmes politiques qui vont devoir s'exprimer sur des tas de choses très intéressantes dans les mois à venir, s'il y a dans ce programme des hommes et des femmes politiques qui vont se présenter aux plus hautes fonctions, des questions relatives à la santé publique, peut-être que ça intéresserait les gens, effectivement. Et je pense que faut aussi savoir que quand on dit qu'une vaccination est obligatoire, ça veut dire qu'il y a une responsabilité de l'État. On ne peut pas dire qu'une chose est obligatoire et en même temps demander aux gens de la prendre en charge. Si la vaccination et certaines vaccinations sont obligatoires, ça veut dire que l'État, effectivement, prend en charge ces vaccinations. Est-ce que dans les conditions actuelles, la sécurité sociale en France peut effectivement prendre en charge, en plus de diphtérie, tétanos, polio, rajouter à ça la coqueluche et toutes les autres maladies dont on a parlé tout à l'heure. Autrement dit, ma question, puisqu'il faut bien poser une question, c'est est-ce que ce choix entre rendre la population responsable finalement de ses propres choix ou
faire en sorte que les hommes et les femmes politiques prennent leurs responsabilités et elles-mêmes effectuent les choix, est-ce qu'il n'y a pas de manière sous-jacente à ce choix-là, des questions quand même liées à ce que l'État français est capable de rembourser à ces populations? Merci pour cette question. C'est vrai que ce sujet de l'obligatoire et du recommandé est un sujet extrêmement compliqué et surtout et politique, puisque aujourd'hui, dans la législation française, il y a 3 vaccins qui sont obligatoires, les autres sont recommandés. Donc si d'aventure, et le rapport le dit très clairement, aujourd'hui, maintenir cette ambiguïté d'obligatoire et recommandé n'est pas pertinent. On voit bien que ça pose des problèmes à la fois chez les professionnels de santé et dans le public. Donc, dans mon rapport, je propose trois scénarios possibles. Et le professeur Fischer en a parlé tout à l'heure en disant, effectivement, on peut décider demain matin, la ministre, parce que il faudra un vecteur législatif, il faut modifier la loi. La ministre peut très bien proposer au Parlement demain matin de dire voilà, on lève l'obligation vaccinale, il n'y a plus de vaccin obligatoire et maintenant tous les vaccins sont recommandés. Voilà, il faut se vacciner sur tous ces vaccins. Elle peut le décider demain matin par un vecteur législatif sans accompagnement, sauf le risque, c'est de voir baisser effectivement le taux de couverture vaccinale, parce que le français il est très paradoxal, c'est-à-dire qu'il n'aime pas ce qui est obligatoire. Mais quand c'est obligatoire, quand c'est pas obligatoire, il ne le fait pas. Donc voilà, il y a vraiment un problème aussi de sémantique entre obligatoire et recommandé. On voit bien qu'aujourd'hui, dans la liste des vaccins recommandés, ils sont tout aussi importants. Je les mettrais, enfin le professeur Fischer est plus calé que moi, mais je les mettrais au même niveau que les vaccins obligatoires. Il ne faut pas croire que parce qu'ils sont recommandés, ils sont moins importants, moins efficaces, que c'est pas nécessaire de les faire. Donc voilà, il y a ce scénario possible de lever l'obligation. Moi, je pense que ce n'est pas un bon scénario personnellement parce que on prend un risque de taux de couverture vaccinale et que certains Français vont se dire ça y est, l'État a décidé de lever l'obligation, donc on avait raison, les vaccins c'est dangereux, c'est plus obligatoire, donc on ne le fait plus. Ça, c'est un véritable danger, je l'ai évoqué dans ce scénario. Il y a un autre scénario, un troisième scénario, je vais pas dire le deuxième toujours, le troisième, c'est de dire on maintient, tous les vaccins deviennent obligatoires. On peut aussi avoir cette version à l'extrême, c'est de dire, voilà, tous les vaccins sont obligatoires. Mais là, ça pose aussi une autre question, et dans la population aujourd'hui, ça va être compliqué à expliquer, à faire passer, parce qu'on va nous expliquer que si tout est obligatoire, eh bien, le HPV est dangereux, et tel et tel. Donc ça, c'est un scénario aussi compliqué à mettre en œuvre. Il y a un scénario intermédiaire que je propose, mais qui n'est pas forcément la solution, parce que quand j'ai fait ce rapport, j'ai aussi comparé ce qui se faisait dans les autres pays, dans les pays européens. Et finalement, quand on regarde tout ce qui se passe dans les autres pays européens, on a du mal à transposer un système dans les autres pays, dans notre pays, parce qu'on a des législations bien particulières. Le système intermédiaire, ce serait de dire, il n'y a plus d'obligation vaccinale, mais lorsque vos enfants, parce qu'on parle surtout aussi de la primo-vaccination, pour tous les vaccins qu'on a évoqués tout à l'heure, de dire, lorsque vos enfants seront en collectivité, c'est-à-dire en crèche ou à l'école, eh bien, ils doivent être obligatoirement vaccinés. C'est-à-dire, c'est pas une obligation, mais quand vous rentrez en collectivité, c'est obligatoire. C'est ce qui se passe en Belgique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation vaccinale en Belgique, mais les enfants qui rentrent en collectivité, en crèche ou à l'école, ils doivent être vaccinés. Donc voilà, le rapport ne conclut pas sur un scénario, et c'est bien pour ça que le rapport demande à ce qu'il y ait un débat public pour qu'on puisse trancher sur cette question qui est une question importante. Et de toute façon, ce sera de la responsabilité des élus et de la ministre et du gouvernement, puisque pour modifier la législation, il faudra absolument ou un amendement à la loi ou un vecteur législatif. On ne pourra pas modifier l'obligation et la recommandation sans vecteur législatif. Donc, il est important, et je vous rejoins, et je suis d'accord avec vous, que comme on parle de santé publique, ça me semble important que le gouvernement, la ministre, quelle qu'elle soit, au moment où ce sera pris, c'est que ça soit effectivement une véritable volonté politique de dire, voilà, l'État met en place une politique vaccinale et
prend telle et telle responsabilité. Vous m'interrogez sur aussi l'importance du prix. Hein. Vous m'avez dit le reste. Est-ce que la gratuité des vaccins peut être aussi quelque chose d'évoqué? Dans le rapport, effectivement, ça a été évoqué. Ça n'a pas fait l'unanimité, la gratuité. Certains m'ont dit oui, il faut, parce que c'est un acte volontaire politique, c'est un marqueur de dire voilà, l'État prend en charge, décide de la politique vaccinale et donc rend gratuit la vaccination. Et puis certains m'ont dit que c'était pas forcément un élément qui faisait qu'il n'y avait pas la confiance à la vaccination. Ça peut en faire partie, mais c'est pas essentiel. Et puis la responsable politique que j'étais à l'époque, pour être tout à fait transparente. Bon, quand on évoque des questions de gratuité, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un coût pour quelqu'un. Alors, ça peut être la sécurité sociale ou l'État, mais de toute façon, la sécurité sociale ou l'État, ce sont vos impôts. Et j'avoue que quand on en parle à la sécurité sociale ou aux responsables du gouvernement, c'est pas forcément quelque chose qui est acquis d'emblée. Mais bon, voilà, moi, je suis transparente avec vous, mais ça peut être aussi dans cette volonté politique d'avoir une vraie politique vaccinale dans notre pays, de donner confiance et de renforcer cette confiance, ça peut être un acte majeur d'instaurer la gratuité. Merci beaucoup à vous tous, à vous toutes. Merci beaucoup à Sandrine Hurel, merci au professeur Fischer, merci à Annick Guinzan à Paris, et puis merci à Philippe Georgel, et puis à Mélanie Galland de Wavrin à Montbéliard. On ne meurt plus en France de la diphtérie, c'était zéro. 45 000, c'était en 1923, il y a presque 100 ans. La question de les plus anciens, évidemment, les vaccins obligatoires sont les plus anciens, 3 vaccins. Et puis, le principal ingrédient du vaccin, un fragment de microbe. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir assisté à cette conférence. Nous remercions également nos partenaires, l'INSERM, Universcience, la Cité de la Santé, le Pavillon des Sciences à Montbéliard et Semimereka. Et on se retrouve le 3 novembre pour parler ensemble des maladies du cerveau. Quelles précautions? Nous serons en duplex avec Marseille. Bonne soirée à tous.